Ils sont près de 33 000 candidats sur l'ensemble du territoire national pour les épreuves du brevet sportif 2017 dont le coup d'envoi a été donné ce matin au stade municipal. Détail dans cette édition. Les agents de finances expriment leur colère contre le gouvernement à travers une grève de 48 heures ce jeudi et demain vendredi. Les raisons dans cette édition. Jeudi 4 mai 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec cette pensée, une pensée positive à notre camarade de la télévision Bonferré, Baba Alpha, détenu à la maison d'arrêt de Niamey. Cela fait aujourd'hui un mois. Un jour, Baba Alpha et son père, âgé de 70 ans, sont poursuivis dans une affaire présumée de faux et usage de faux en écriture publique dans l'établissement des pièces d'état civil. Courage donc, Baba Alpha. Difficile pour les habitants de Niamey de bien vivre pendant cette période de forte chaleur du fait des coupures intempestives de la Nigélec avec tous les dégâts qu'elle engendre. Une situation qui fait réagir les acteurs de la société civile qui demandent d'ailleurs le départ du directeur général de la Nigélec. C'est dans un reportage signé Abdrazak Hamidou et Aboubakar Souley. Depuis quelques jours, les habitants de Niamey font face à des délestages, des coupures qui privent certains quartiers d'électricité pendant des heures. Les conséquences de ces coupures sont énormes chez les abonnés, d'où cette colère de l'acteur de la société civile, Lawali Amadou. L'heure est grave. Vous voyez, aujourd'hui, ça fait un certain temps que les gens végètent dans une longue coupure d'électricité. Nous voyons 48 heures, 72 heures, des ménages, des hôpitaux, des centres de santé, des pharmacies et même des produits alimentaires sont dépourvus d'électricité. D'autres qui ont des groupes aussi. Même si en mettant du carburant, vous voyez, c'est une perte, il faut augmenter les prix des denrées, il faut augmenter les prix des produits. Depuis le lancement de cette fameuse opération dite de Gorubanda, la Nigélec nous a fait comprendre que c'est fini, on a soulagé le délestage et le manque d'électricité dans la ville de Niamey et environnement. Mais très malheureusement, c'est depuis ce jour-là que nous avons constaté que la ville de Niamey est rentrée dans le noir et que la population de Niamey est rentrée dans une incapacité totale d'avoir de l'électricité. Pour l'acteur de la société civile, trop c'est trop. Le premier responsable de la Nigélec doit rendre sa démission. Nous interpellons le directeur général de la Nigélec à rendre son tapis, de démissionner parce qu'il a manqué, il n'a pas fait ce qu'on a voulu de lui. On lui a donné une mission, il est incapable d'accomplir. Aujourd'hui, ils ont poussé le président à aller faire une réception politique de cette fameuse Gourou Banza, dont nous appelons Gourou Banza parce que pour nous c'est Banza, parce que rien n'a été connecté, aucune connexion. Et aujourd'hui, le peuple, la nation nigérienne est témoin, la ville de Niamey et environ, tout le monde est témoin que vraiment ça ne marche pas, il n'y a pas d'électricité. C'est pourquoi il lance cet appel aux abonnés de la Nigélec. Nous constatons des coupures au niveau de certains points de livraison d'électricité dans les ménages. Et parce que tout simplement les agents de la Nigélec nous disent que les gens n'ont pas payé une facture ou deux factures. Et très malheureusement, ils ont oublié les dommages qu'ils sont en train de poser aux gens pendant quelques jours ou même pendant même voire un mois. Et raison pour laquelle nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous interpellons toute la population usagère de la Nigélec, de la ville de Niamey environnant, de suspendre et de ne plus payer les factures de la Nigélec jusqu'à nouvel ordre. Pour sa part, la Société nigérienne d'électricité a enfin réagi à travers un communiqué pour expliquer le problème. Les délestages observés depuis la soirée du 2 mai 2017 proviennent de défauts sur les systèmes de protection des lignes d'évacuation 132 kV reliant la centrale au poste de Gorubanda. Ces équipements étant sous garantie, une solution provisoire est en cours de mise en œuvre par Nigélec pour évacuer la puissance de la centrale en attendant leur remise en état par le constructeur. Cette situation ne concerne que la ville de Niamey, dont la couverture continue à être assurée à hauteur de 50% au moins par la ligne d'interconnexion et les autres moyens de production disponibles. Les travaux sont actuellement en cours pour permettre l'évacuation de la production de Gorubanda dans les meilleurs délais.
En attendant la décantation de cette affaire, des coupures d'électricité qui se dégradent d'année en année avec leur lot de conséquences, surtout sur le plan économique, la Nigélec présente ses excuses aux abonnés pour les désagréments. Je le disais en titre, début c'est jeudi sur l'ensemble du territoire national des épreuves du brevet sportif 2017. Ici à Niamey, le coup d'envoi officiel a été donné au stade municipal par les autorités en charge de l'éducation au niveau de la région de Niamey. Tôt ce matin, les candidats ont répondu massivement au démarrage. Le reportage. C'est parti pour les épreuves du brevet sportif 2017. Ils sont 32 520 candidats qui passeront aux différentes disciplines sportives, course vitesse, gymnastique, saut en hauteur, entre autres. Ça se passe très bien. On arrive à surmonter la fatigue des épreuves. Oui, ça s'est effectivement bien passé. Tout le monde, il n'y a pas eu de difficultés. Tout est bien qui finit bien. Donc vous avez vu avec les autorités, on a eu à faire le coup d'envoi. Donc les candidats vont passer jusqu'à 4 épreuves. Après la vitesse, il y a le choix entre les deux sauts, la hauteur ou bien la longueur. Donc il y a le poids encore et l'enchaînement, donc qui sont obligatoires pour tous les candidats. C'est au niveau des sauts là qu'on a le choix. Dans mon centre, j'ai 1438. En procédant au lancement officiel des épreuves, le ministre en charge de l'éducation a appelé les candidats à plus de concentration. Donc tous les élèves sont au rendez-vous. Et j'espère que ce que j'ai vu ici, c'est ce qui se passe dans tous les centres. Et dans tous les centres à travers l'étendue du territoire. Je pense que comme se déroulent les examens sportifs, j'espère bien que les examens écrits qui se dérouleront dans 2 mois, jour pour jour, le 4 juillet, vont se dérouler de la même manière. J'ai encouragé les élèves à persévérer, à mettre à profit les 2 mois pour étudier en classe, pour étudier la nuit. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux élèves afin qu'ils restent en classe pour parachever les 2 mois. Je lance un appel aux enseignants et je les encourage d'ailleurs parce que malgré toutes les turbulences, ils se sont occupés quand même des classes d'examen. 27 140 candidats officiels et 5 370 libres repartis dans 20 centres au niveau de la région de Niamey vont passer leur épreuve du brevet sportif sous la supervision de 160 examinateurs. Les services des finances sont paralysés depuis ce jeudi matin et c'est jusqu'à demain, vendredi. Les agents des finances sont en grève de 2 jours pour exprimer leur mécontentement aux autorités après la prise de certaines décisions entravant le bon fonctionnement des services. Le constat avec Asma Oussedou et Aboubakar Souley. Les services du ministère des Finances sont déserts ce jeudi matin. Visiblement, le mot d'ordre de grève du syndicat national des agents des finances qui exige entre autres le respect de la décision du Conseil d'État et l'annulation des décisions relatives à la ristourne est respectée. La semaine passée, le 27 et 28, nous avions observé une grève de 48 heures d'avertissement parce que les autorités du ministère des Finances n'ont pas daigné obtempérer à un arrêt, une décision de justice du Conseil d'État donc en date du 8 mars 2017 qui les donne la possibilité de corriger une injustice, une discrimination par rapport à la répartition des ristournes entre les agents du ministère des Finances. Depuis ce délai-là, nous avons fait effectivement des négociations, notamment hier, le ministre des Finances nous a appelés pour nous notifier, à qui veut l'entendre, que lui n'entend pas revenir sur les acquis des uns et des autres, malgré que ces acquis sont posés sur, si vous voulez, l'illégalité. Après, nous avons été encore convoqués. Cette fois-ci, les 3 structures qui ont déposé, qui ont eu l'arrêt, nous avons été convoqués pour négocier sur notre préavis de grève, effectivement, qui court à partir d'aujourd'hui, donc jeudi, vendredi. Nous avons négocié avec les secrétaires généraux, les 2 secrétaires généraux du ministère des Finances. Nous nous sommes entendus vers 16h quand
nous sommes en train de nous atteler à la rédaction du communiqué conjoint. Le ministre des Finances a été saisi et du coup, il avait dit qu'il n'est pas du tout en train d'aller dans ce sens, dans cette logique-là. Alors, ça veut dire que nous avons aujourd'hui les autorités de la 7e République qui ont tellement peur de la DGI qui ne daignent même pas respecter la loi pour faire plaisir à quelques individus par rapport à cette affaire. Alors, il faut qu'on les rappelle que nous, ce n'est pas nous qui avons dit que la répartition des ristournes n'est pas équitable. C'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, à ce que nous sachions, est une juridiction qui juge en dernier ressort. C'est la plus haute juridiction en matière administrative. Alors nous, la question qu'on se pose, sommes-nous dans un état de droit aujourd'hui au Niger ou bien nous avons quitté ce cadre de droit pour aller dans autre part? Cette grève de 2 jours des agents des finances intervient après l'échec de négociations entre le syndicat et le ministère. Visite ce matin sur le chantier de construction de la caserne du groupement d'intervention et de secours au quartier Sari Koubou dans le 4e arrondissement du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le coordonnateur du PGRC2I ainsi que les responsables des sapeurs-pompiers et de la protection civile. Tout avance normalement. C'est dans un reportage de la rédaction Labari. La présente visite du secrétaire général du ministère de l'Intérieur sur le chantier de construction de la caserne du groupement d'intervention et de secours intervient seulement 2 mois après la pose de la première pierre. Les travaux sont déjà à un taux d'exécution de 30% et seront exécutés dans le délai imparti de 6 mois, d'où la grande satisfaction des autorités du ministère de tutelle. Les travaux s'exécutent dans les règles de l'art. Relativement, l'entreprise est dans le délai. Maintenant, l'importance de telles visites, c'est que ça permet, surtout aux techniciens, d'apporter les correctifs nécessaires avant que vraiment il ne soit un peu tard pour pouvoir, parce que quand il est un peu tard, c'est pas intéressant de venir de dire casser tel mur. Dieu merci en tout cas pour le cas présent. Il semble que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art. Pour le commandant des sapeurs-pompiers, la construction de cette caserne intervient à point nommé. Cette action du PGRCDU nous a permis de nous approcher donc des citoyens que nous protégeons. Je donne un exemple qui est concret. Vous prenez la ville de Niamey, qui depuis un certain temps ne fait que s'étendre. Aujourd'hui, à Niamey, nous avons à peu près 5 casernes. Donc au niveau de la sectorisation, nous sommes plus proches et ça nous réduit les délais de départ pour les secours. Et ça nous permet d'être à proximité donc de nos concitoyens et de les protéger mieux. Aujourd'hui, les secours qui dans le temps partaient à partir du nouveau marché peuvent partir à partir de la rive droite, peuvent partir à partir de Lazare, peuvent partir à partir donc de la route de Tilaberi, peuvent prochainement partir à partir de Sari Koubou, ce qui nous permet donc d'aller secourir les citoyens dans un délai qui est minimisé. 127 millions de francs CFA seront injectés dans la construction de cette caserne sur une superficie d'1 hectare, financée par le projet de gestion des risques et catastrophes et du développement urbain dans son volet protection civile qui prévoit 13 casernes pour les sapeurs-pompiers sur toute l'étendue du territoire national. L'école de la police nationale a servi de cadre ce matin à une cérémonie de remise de lots de matériel au profit des forces de défense et de sécurité. Ce don est financé par l'Union européenne. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Nafis Zakou et Nasser Sedou. La présente cérémonie consacre la remise officielle de lots de matériel au profit des forces de défense et de sécurité. Ce don de matériel financé par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAJET 2 vise à renforcer la capacité d'intervention des FDS. Il n'est pas inutile, je crois, de souligner que dans un contexte sous-régional fragile, où le Niger doit faire face à de nombreuses menaces extérieures et à leurs conséquences à l'intérieur du pays,
le renforcement de la justice et la consolidation de l'état de droit figurent parmi les premières priorités du gouvernement du Niger et constituent un objectif largement partagé par l'Union européenne. Cet engagement aux côtés du Niger et en faveur de son secteur judiciaire a débuté en 2006 avec le PAGED 1 et s'est poursuivi avec cette deuxième phase entamée en 2011 et qui va s'achever à la fin de ce mois avec la remise au ministère de la Justice d'une série de bâtiments et installations. Le programme PAGED 2 aura ainsi mobilisé au total plus de 31 millions d'euros, soit près de 21 milliards de francs CFA, contribuant ainsi aux améliorations sensibles, d'ailleurs relevées par tous les observateurs internationaux, qui ne manquent pas de mentionner en particulier l'engagement des autorités à lutter contre les mouvements terroristes qui cherchent à imposer le chaos et s'aimer la mort au nom d'une idéologie, les trafics illicites le plus souvent alimentant le terrorisme et détruisant l'économie du pays, ceux qui utilisent le désespoir des migrants pour s'enrichir en les aidant à entreprendre un voyage, souvent synonyme de mort et d'esclavage. Au-delà de ces engagements, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'accès à la justice pour tous, continue de faire l'objet de tous les efforts. Au ministre de la Justice garde des Sceaux, il a souligné l'importance de cet appui pour le Niger. Ces différents lots, d'une valeur de plus de 2 milliards 50 millions de francs CFA, et qui viendront renforcer les capacités d'intervention de nos forces de défense et de sécurité, sont essentiellement composés de 28 véhicules d'intervention, des motocyclettes pour la régulation de la circulation et l'escorte, des camions d'évacuation et remorquage avec grue de levage, des minibus pour le transport du personnel, des camions à citerne, des camions citernes à eau, à essence et à gasoil, d'un lot de matériel de transmission complémentaire, d'un don précédent de plus d'1 milliard, dont des radios émetteurs récepteurs HF mobiles et fixes, des stations de base VHF, radios portatifs VHF, et d'un lot de matériels informatiques comprenant 300 ordinateurs de bureau, avec imprimantes multifonctions clés mémoire USB, ondulaire, régulateur de tension et multiples parafoudres, 30 ordinateurs portables, 136 appareils photographiques numériques, un photocopieur numérique noir et blanc, 6 valises d'outils de maintenance et 6 compresseurs à air notamment. Enfin, une acquisition d'outils et outillages pour les garages des forces de défense et de sécurité d'Agadez et de Niamey. Comme vous le constatez, l'Union européenne et ses États membres ne ménagent aucun effort pour soutenir notre pays dans sa lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme. La remise des clés et une visite guidée des matériels ont mis fin à cette cérémonie. Le ministère de l'Enseignement supérieur a servi de cadre cet après-midi à une signature de convention entre l'Université de Dosso et l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou. Un partenariat portant sur la formation en master en gestion intégrée des ressources en eau. Le résumé de cette cérémonie avec Adamou Soumana et Chebou Djisso. Cette cérémonie solennelle présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur marque l'avènement d'une coopération sud-sud sur le plan académique entre l'Université de Dosso et l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement DIE de Ouagadougou. Un partenariat vivement loué par le ministre pour qui cette initiative cadre parfaitement avec la politique des autorités de la 7e République dans le domaine de l'enseignement supérieur au Niger. Par cet acte, il s'agit de transférer le master en gestion intégrée des ressources en eau, un master de renom, d'un institut de renom à l'université de Dosso. L'externalisation, si je puis m'exprimer ainsi, du master en gestion intégrée des ressources en eau des 2 IE de Ouagadougou à l'université de Dosso
a une grande valeur ajoutée pour notre pays. D'abord, au plan politique, le programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est on ne peut plus clair. Désormais, sécheresse ne doit plus rimer avec famine. Et il nous faut donc trouver de nouveaux mécanismes opérationnels de la gestion et la maîtrise de l'eau à vue d'assurer notre propre sécurité alimentaire. Puis vint le moment symbolique de la signature de cette convention en marge de laquelle le représentant de DESIE n'a pas manqué de présenter son institut. DESIE a été créé depuis 1968 sous le nom de EIR, École inter-État d'ingénieurs de l'équipement rural, et ETIER, École des techniciens supérieurs de l'hydraulique et de l'équipement rural. Et le Niger fait partie des États africains qui ont créé cette institution. Donc c'est déjà une école aussi du Niger, c'est ce que je voulais d'abord préciser. Et pour venir à cette cérémonie, nous avons beaucoup de doubles diplômes avec beaucoup d'universités et écoles d'ingénieurs du Nord. Et je crois que c'est la première fois que dans la sous-région, nous sommes en train de faire, non pas un double diplôme, mais un co-diplôme avec l'université de Dosso. Et nous apprécions donc cette initiative de cette coopération sud-sud. Pour le recteur de l'université de Dosso, ce partenariat est de plus pour son institution. Il faut dire que c'est une formation qui est d'abord dans le domaine de l'eau, alors que Dosso est une institution qui se spécialise dans le domaine du numérique. Alors il s'est trouvé que depuis un certain temps, on a notre compatriote qui a développé une technique d'irrigation à ce qu'il a appelé donc la télé-irrigation. Il y a aussi d'autres compétences de ce type-là dans le pays, et nous nous sommes dit finalement pourquoi ne pas combiner une action qui va dans le domaine de l'eau et une action qui va dans le domaine du numérique. Et c'est pour ça que nous avons décidé de transférer leur master, qui est un master qui est connu au niveau de toute l'Afrique et même au-delà, mais en lui ajoutant cet aspect numérique qui rendra leur master en même temps très moderne et donc beaucoup plus attractif pour les étudiants. L'université de Dosso devient ainsi un véritable pôle d'attraction pour les candidats en master en gestion intégrée de l'eau, aussi bien au Niger que dans la sous-région. Bon vent à ce partenariat exemplaire. Les hommes des médias en formation depuis hier mercredi sur la vulgarisation des ODD dans l'espace IMOA, une initiative du CIMED pour permettre aux acteurs des médias de jouer leur rôle pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Nafis Hassan et Halidou Bourema. Contribution des médias dans la mise en œuvre, le suivi et évaluation des politiques et stratégies nationales pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, ainsi que l'agenda 2063 de développement sur le thème de la deuxième édition du Symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030. Objectif, outiller les hommes de médias sur la vulgarisation des ODD. Dans l'ancien programme OMD, les évaluateurs ont précisé aux Nations Unies, si certains pays n'ont pas atteint les cibles des OMD, c'est quelque part parce que les médias n'ont pas été impliqués dans la réalisation du projet et programme de développement. Mais ils recommandent au système des Nations Unies, ils attirent l'attention des partenaires techniques et financiers, dans ces nouvelles agendas de développement post-2015, de mettre la presse devant la scène et que le média occupe la place de choix, qu'il ne soit pas en tant qu'observateur, mais en tant que partie prenante dans la mise en œuvre de projets et programmes de développement. Et c'est ainsi, au niveau du symposium, nous sommes en train de voir, de mesurer réellement la contribution des médias. Aujourd'hui, le média, c'est nous qui faisons le développement et c'est nous qui détruisons le développement. Aujourd'hui, notre accompagnement s'avère nécessaire des politiques publiques. Nos États font des choses extraordinaires. Il va falloir que nous nous accompagnions. Aujourd'hui, il faut que nous donnions une bonne image à notre pays. Aujourd'hui, il faut que nous soyons complices de l'État, nous soyons complices du développement pour qu'ensemble, qu'on ait une même vision en ce qui concerne le développement. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile, imaginez, quand le PNUD sort un rapport de développement humain et que le Niger est classé dernier, toutes les voix se lèvent, les gens crient, on n'est pas d'accord. Alors que réellement, quel a été notre rôle? Quel a été notre apport en tant que journaliste, en tant que paysan, en tant qu'acteur de la société civile pour accompagner les politiques publiques, accompagner l'État pour qu'il ne soit pas dernier dans les classements d'indice de développement. Ainsi, durant 3 jours, des journalistes venus de plusieurs pays de la zone UEMOA seront formés sur les ODD et après dégageront une feuille de route sur la conduite à tenir pour la vulgarisation des ODD à travers les médias.
Je vous donne à présent lecture de ces communiqués de presse. Hier, mercredi 3 mai 2017, les journalistes nigériens ont célébré, à l'instar de leurs collègues du monde entier, la journée internationale de la liberté de la presse. En cette belle journée, nous avons une pensée particulière pour notre confrère Baba Alpha, journaliste au groupe de presse Bonferré, incarcéré à la maison d'arrêt de Niamey depuis le 3 avril 2017 pour une présomption de faux et usage de faux en écriture publique, et à son collègue du groupe de presse Canal 3, Honoric Benjamin, violemment agressé par des éléments de la police nationale le 10 avril 2017 lors de la manifestation des étudiants sur le campus de l'université Abdou Moumouni Diofo. Nous sommes particulièrement préoccupés par les menaces, intimidations, le non-respect par le pouvoir public des textes qui militent en faveur d'une presse professionnelle et indépendante. L'instrumentalisation de l'appareil de l'État pour mettre au pas les journalistes qui critiquent le régime, le groupe de presse alternative, la radio et télévision Labari, la radio et télévision Bonferré, la radio et télévision Ténéré, la radio et télévision Canal 3, le bi-hebdomadaire L'Événement, l'hebdomadaire Le Courrier, le quotidien L'Enquêteur, retrait de l'accréditation à la correspondante de TV5 au Niger, Nathalie Prévost, en sont quelques exemples illustratifs. Pour le cas de notre confrère Honoric Benjamin, la plainte déposée par l'administration de Canal 3 contre l'auteur de cette barbarie et ses complices n'a pas connu à cette date un début de traitement judiciaire, tout comme celle déposée par la Maison de la Presse en 2015 pour les mêmes raisons. S'agissant de Baba Alpha, il est utile de relever qu'avant d'enclencher une procédure judiciaire contre lui, certains proches du régime l'avaient approché dans les perspectives de l'amener à se ranger du côté des trufferaires avec à la clé des promesses diverses. Aux dernières nouvelles, la demande de mise en liberté provisoire introduite par son conseil a été rejetée. Curieusement, celle du monsieur avec lequel il a traité au sujet de la dite affaire, un proche du régime a eu gain de cause. Nous ne plaidons pas pour qu'une impunité puisse être accordée à notre confrère. Toutefois, nous restons convaincus. Si Baba Alpha avait accepté de se ranger du côté du régime, il ne serait pas aujourd'hui dans les geôles du pouvoir. En termes clairs, la situation actuelle de la presse est similaire à celle des années précédentes, marquée par diverses sortes d'entraves à l'encontre des journalistes. Ce sont du reste ces pratiques liberticides qui font dégringoler le Niger dans les classements de Reporters sans frontières. À titre illustratif, le Niger a reculé de son rang enviable du 29e en 2012 à la 61e place en 2017, selon le classement du Reporters sans frontières, se trouvant ainsi dans le lot des pays à problème. Ainsi, au regard de cette situation pas du tout reluisante, nous, journalistes nigériens, signataires du présent communiqué, dénonçant la dégradation du métier de journalisme au Niger et condamnons avec la dernière énergie les arrestations, intimidations et l'utilisation de l'appareil de l'État pour museler la presse. Exigeons la libération sans condition du journaliste Baba Alpha et l'examen sans délai de la plainte déposée par le groupe de presse Canal 3 pour violence physique sur la personne de notre confrère ainsi que celle qui a été introduite en 2015 par la Maison de la Presse pour les mêmes raisons. Vive la liberté de la presse, vive la presse nigérienne libre et indépendante, fait à Niamey le 3 mai 2017.
La communauté internationale a célébré hier 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. En marge de cette commémoration, le Conseil supérieur de la communication a organisé dans le jardin de l'hôtel Univers un cocktail de presse, un cadre convivial entre confrères, le 6e du genre qui a été rehaussé par la présence de plusieurs invités de marque. N'est-ce pas Damousmana et Aboubakar Souley? Hommes des médias, responsables de leurs différentes structures et autres partenaires se retrouvent autour du président du Conseil supérieur de la communication pour ce cocktail de presse organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Un rendez-vous mis à profit par l'organe de régulation des médias pour la signature d'une convention avec APAC Niger portant sur l'amélioration de l'image de la femme dans les médias au Niger. La signature de cette convention entre dans la droite ligne du thème de cette année, qui est des esprits critiques pour des temps critiques, rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives. Et avec la PAC Niger, nous avons convenu qu'on ne peut promouvoir une société pacifique quand plus de la moitié de cette société, à savoir les femmes, connaissent des discriminations quant à la jouissance de leurs droits fondamentaux. On ne peut pas non plus bâtir une société juste quand les femmes qui constituent la majorité donc, de notre société continuent à être victimes de stéréotypes ou de préjugés défavorables. Poursuivant son intervention, le président du Conseil supérieur de la communication a souligné à l'assistance qu'il s'agit là de sa dernière participation à un cocktail de presse en sa qualité de président de l'autorité de régulation. Ce cocktail de presse que nous avons initié depuis 6 ans est le dernier cocktail que notre mandature va organiser, puisque la fin de notre mandat interviendra, Inch'Allah, le 3 avril 2018. Je souhaite que cette tradition assez conviviale puisse être perpétuée par le prochain Conseil supérieur de la communication et que l'année prochaine, nous soyons encore au traditionnel cocktail de presse, mais de l'autre côté en tant qu'invité. La soirée a continué de plus belle autour des tables bien garnies à cette occasion. Vivement donc la 7e édition du cocktail de presse. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.